Bonjour à toutes et à tous. Une douce sensation de bien-être devrait commencer à vous envahir. On quitte le quotidien pour nous évader. Bienvenue dans Invitation au voyage. Aujourd'hui, on se met au menuet. Direction Versailles dans une poignée de secondes avec l'homme qui a fait rayonner la cour du plus solaire des rois de France, le directeur artistique musical de Louis XIV, Jean-Baptiste Lully. Lully avait ce sens du rythme, il aimait les airs assez rapides et surtout il avait un sens incroyable de la mélodie. Et encore aujourd'hui, c'est un air qu'on a tous un petit peu dans l'oreille. Nous, les Bournechas, nous sommes comme des hommes. Même si nous sommes physiquement des femmes, au fond de nous, nous avons la force des hommes. Et même plus que certains hommes d'aujourd'hui, qui ne méritent pas de porter le pantalon. Dans ces montagnes, en Albanie, vous découvrirez une coutume absolument dingue, celle des Bournechas. Des femmes qui ont pris le parti de vivre comme des hommes pour avoir droit comme eux à la parole et au respect. La seule condition, il faut qu'elles restent vierges. On vous en dira plus dans l'héritage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Rasta? Le mot Rasta, Ras, R-A-S, c'est en amharique. Cela veut dire la tête. Et Tafaraï veut dire le créateur. C'est en Jamaïque que nous cuisinerons aujourd'hui. La pasta rasta, une recette végétarienne typiquement rastafari. Avec courges, carottes, coco et un fruit doux et crémeux que vous n'avez peut-être encore jamais goûté, le haki. Enfin à Lisbonne, je vous présenterai un petit malin qui a fait fortune d'une manière inattendue, avec des ordures. Et tout de suite, comme chaque jour, c'est la devinette. Comment Lanzarote a-t-elle relancé son agriculture après les terribles éruptions qu'elle a connues au XVIIIe siècle? La tragédie détruit des dizaines de villages et contraint les habitants à la famine et à la fuite. Durant 6 ans, entre 1730 et 1736, les éruptions successives pétrifient l'ouest de l'île et ravagent les cultures et le paysage. Quelques années plus tard, Lanzarote va trouver le moyen de se réinventer. Comment ? Je vous laisse réfléchir, mais pas trop, car sans plus tarder, une grande fête nous attend à Versailles. Une fête orchestrée par un homme dont les ailes se sont déployées aux côtés de Louis XIV, un homme qui signe la bande-son de son règne, Giambattista Lully, de son vrai nom. C'est notre inspiration aujourd'hui. Au château de Versailles, le grand siècle français est célébré chaque été lors des grandes eaux nocturnes. Un spectacle chorégraphié de sons et de lumières dont les codes renvoient à la magnificence du règne du roi Soleil. De la pénombre, une musique solennelle et triomphante s'élève. Elle est l'œuvre d'un homme qui, pendant plus de 30 ans, a mis son génie au service de Louis XIV. Son nom, Jean-Baptiste Lully. Artiste favori de Sa Majesté, Lully devient à l'âge de 21 ans et contre toute attente, le grand ordonnateur de la musique du Royaume de France. Ce musicien et danseur florentin d'extraction modeste fait résonner à travers l'Europe l'expression de la toute-puissance du roi. Lully était surintendant de la musique du roi, donc il exerçait quand même une forme de pouvoir sur la musique qui était comparable à celle de Louis XIV dans le sens du pouvoir politique. Lully contribue à faire de Versailles le théâtre de ce pouvoir. Musique instrumentale, danse et chant, sous sa baguette, la cour se meut dans un spectacle baroque permanent. 3 siècles et demi plus tard, sa musique reste indissociable d'un roi et de la monarchie française. Ce n'est pas derrière les murs du château, mais dans les jardins que la musique de Lully résonne à Versailles pour la première fois. En 1661, à l'âge de 22 ans, Louis XIV décide de transformer ce modeste pavillon de chasse en palais d'où sa puissance rayonnera sur le monde. Impatient d'exercer son aura royal sur ce domaine, le roi n'attend pas la fin des travaux pour programmer les premières festivités.
L'essentiel, ce n'est pas le château au début du règne, c'est bien les jardins qui vont être le théâtre de fêtes grandioses qui commencent dès 1664, c'est-à-dire quelques années après le début du règne personnel du roi. Il y a des soupers, des ballets, des bals, énormément de divertissements. Louis XIV ne va avoir de cesse de développer cette idée que l'on peut asseoir son prestige et asseoir sa puissance à travers la beauté, à travers les arts. Pour orchestrer cette légitimité, le roi se tourne vers Lully. Ce fils de meunier, arrivé d'Italie alors qu'il est encore enfant, se fait remarquer par ses talents de musicien et de danseur. Il se met à fréquenter les artistes les plus illustres, se forme au style musical français et se lie d'amitié avec le jeune monarque, au point d'être nommé à 29 ans surintendant de la musique royale. Le rôle de Jean-Baptiste Lully va être de coordonner tous les artistes qui vont se mettre au service de ce dessein de régner par les arts et à travers le divertissement, autour d'une même idée, ce mythe du soleil, ce mythe autour d'Apollon, qui va être central à Versailles. Chaque bosquet va être un théâtre potentiel à cette mise en fête du pouvoir du roi. Ces bosquets qui étaient déjà absolument merveilleux, notamment grâce à la magie des eaux. Cette magie, Lully l'a transcrit en musique en 1668. Il intitule son divertissement musical « La grotte de Versailles », en l'honneur d'une structure aujourd'hui disparue, mais reconstituée en bosquet au XVIIIe siècle. Des dires des contemporains, et notamment de Jean de La Fontaine et Madeleine de Scudéry. Cette grotte émerveillait les visiteurs parce qu'elle était complètement décorée de coquillages, de nacres, de perles, de statues. Et il y avait toute une structure qui permettait des échos. Et en plus, il y avait un orgue hydraulique qui était caché derrière la statue d'Apollon, qui imitait le bruit des oiseaux. C'est en s'inspirant de ces phénomènes acoustiques que Lully va créer un divertissement qui va être conçu pour cette grotte. Et dans la musique, il joue beaucoup sur ces phénomènes d'écho. Domptant par sa musique, ses enchantements acoustiques, Lully fait entendre à l'élite européenne reçue à Versailles le pouvoir total du roi Soleil, y compris sur la nature. Toutes les musiques de Lully de cette époque intègrent la nature et intègrent spécifiquement Versailles. La musique est immatérielle, mais elle est quand même une pierre de cet édifice global et magistral de ce qu'était la majesté au temps de Louis XIV. Afin de prouver qu'il contrôle son royaume, Louis XIV doit faire montre de sa maîtrise de soi. Une entreprise de communication où Jean-Baptiste Lully occupe un rôle clé. Pivot de leur relation depuis leur rencontre, la danse permet au roi de démontrer sa puissance à une cour qu'il entend dominer. Des spectacles qui rythment encore aujourd'hui la Galerie des Glaces lors des sérénades royales. Achevée en 1684, elle reflète jusque dans son décor peint par Charles Lebrun le pouvoir absolu du roi de France. Tout est théâtral dans la Galerie des Glaces. On vient ici pour se montrer, pour éventuellement montrer la place que l'on a ici à Versailles ou pour espérer y faire les bonnes rencontres. Et bien sûr, on y est également pour participer à des bals, pour participer à des fêtes royales et parfois même à des spectacles. Louis XIV a vu dans la danse un potentiel presque politique. La danse, à partir de 1661, va se codifier. Les pas sont amples, les bras sont peut-être élevés vers le ciel, on travaille avec les oppositions, il y a des battus des jambes, des ronds de jambes, des glissés,
des sautées également avec des cabrioles. Voilà, des gestes qui sont amples, qui sont grandiloquents pour appuyer la grandeur du roi. Pour mettre en scène la figure du roi Soleil, aussi bien en musique qu'en mouvement, Lully improvise des chorégraphies toujours plus élaborées. C'est en s'emparant d'un incident diplomatique, survenu en décembre 1669, qu'il compose sa pièce la plus célèbre, la marche pour la cérémonie des Turcs. Un émissaire turc était venu à Paris et le roi l'avait reçu avec vraiment les plus grands atours de la cour. Et ça a laissé l'émissaire de glace, ce qui a vraiment fâché Louis XIV. Et donc il a demandé à Molière et à Lully, le duo star de l'époque, de créer une turquerie pour se moquer un petit peu de cet émissaire. Ensemble, ils créent la comédie-ballet du bourgeois gentilhomme à laquelle Lully intègre sa fameuse turquerie. Puisant dans sa culture italienne, le musicien choisit de s'inspirer de la commedia dell'arte pour divertir le roi. Je pense que ce qui a fasciné Jean-Baptiste Lully et d'autres comme Molière avec la commedia dell'arte, c'est les personnages. Le bourgeois gentilhomme est donc un peu une comédie musicale où tous les arts sont rassemblés, le théâtre, le chant, la danse. Tout le bourgeois gentilhomme tourne autour de cette idée d'une personne qui veut devenir calife à la place du calife. D'ailleurs, Lully lui-même interprétait ce grand moufti. Il a composé la musique, mais en plus, il dansait. Lully avait ce sens du rythme, il aimait les airs assez rapides, et surtout, il avait un sens incroyable de la mélodie. Et encore aujourd'hui, c'est un air qu'on a tous un petit peu dans l'oreille. Mais à la cour, le succès de Lully fait des jaloux. Assoiffés de rivalité, les autres compositeurs tentent de le décrédibiliser aux yeux du souverain, arguant de ses mœurs bisexuelles. Par orgueil et défiance, le compositeur acquiert en 1672 un privilège qui lui permet de devenir le seul créateur de pièces théâtrales chantées sur tout le territoire français. Alliant théâtre, danse, instrumentation et art lyrique, il donne alors à ses œuvres une ampleur jusque-là inédite et pose les fondements de l'opéra français. Lully, tout en étant italien, parce que nous savons qu'il venait de Florence, est éternellement lié à la création d'un genre musical français, donc la tragédie lyrique, étroitement liée à la monarchie, puisqu'il célèbre le roi, son pouvoir, bien sûr, au-delà d'être une véritable révolution pour la musique française. Précédée d'un prologue et construite comme une pièce de théâtre classique en 5 actes, la tragédie lyrique est un opéra entièrement chanté en français. Conquis par ce spectacle d'un genre nouveau qui contribue à la glorification de sa personne, Louis XIV ordonne la construction à Versailles d'un opéra royal. À cette époque, il n'existait pas à Versailles un théâtre aménagé. La tragédie lyrique nécessitait d'un équipement particulier pour donner vie à tout le merveilleux, donc les changements de décor, les machines, etc. Louis XIV a souhaité sans doute que dans son propre château, on puisse donner ces grands spectacles qui cachent des références à l'actualité politique. En attendant l'édification du théâtre, Lully met en scène le culte de la personnalité du roi dans la cour de marbre, en s'inspirant de la mythologie gréco-romaine. En 1674, il crée Alceste,
une tragédie en musique dont les héros sont un roi combattant et un preux amoureux, Alcide, qui doit renoncer à sa bien-aimée, Alceste. On a un parallèle direct entre Louis XIV et Alcide qui défie les puissances infernales pour amener Alceste vivante sur terre. Alcide est vainqueur du trépas, l'enfer ne lui résiste pas, l'enfer ne lui résiste pas, il ramène Alceste vivante. En associant le roi à ces deux héros, Lully tente de redorer le blason d'un souverain guerrier dont les dépenses pendant la guerre de Hollande ont écorné l'image. La pièce se doit de prouver que tel un personnage antique, Louis XIV est capable de se sacrifier pour le bien de son peuple. La musique de Lully restera indissociablement liée à la figure du roi dans sa jeunesse, dans sa splendeur. Thomas Chauvineau, lui, s'est intéressé à ce qu'on buvait à Versailles. Et ce n'est pas de l'alcool, c'est le clin d'œil. À boire pour le roi! Voilà ce que crient les chansons chargées de remplir les verres du roi. Et vite, on se précipite pour lui apporter de l'eau et du vin, parfois dans le même verre, car il était d'usage de couper le vin. Mais dans les résidences royales, une autre boisson à la cote. On la réclame, parfois même en secret, le chocolat. C'est Hernán Cortés, le navigateur, qui le pique aux Aztèques pour le rapporter en Europe. On se demande bien pourquoi, vu que quand il l'a goûté, il a trouvé ça dégueulasse, berk, un breuvage amer pour les cochons, a-t-il dit. Mais bon, avec du sucre, ça passe, et le chocolat, d'abord prisé par les Habsbourg, fait vite le tour des cours d'Europe. C'est pour les cochons peut-être, mais des cochons couronnés. En France, il arrive dans les bagages d'Anne d'Autriche, qui vient d'épouser Louis XIII. Il paraît qu'elle aurait même converti le cardinal Mazarin à ce que les Mayas appelaient la boisson des dieux. Mais c'est la reine suivante qui le popularise, Marie-Thérèse d'Autriche, la femme de Louis XIV. À la cour de Versailles, il se murmure qu'elle a deux passions, le roi et le chocolat. Elle s'envoyait 4 à 5 tasses par jour. À propos de passion, on prête au chocolat des vertus aphrodisiaques. Louis XV en servait donc à ses maîtresses, peut-être espérait-il les faire fondre de plaisir. Tellement accro qu'il faisait un truc impensable pour un roi. Il préparait lui-même son chocolat dans sa chambre. On n'est finalement jamais mieux servi que par soi-même. Si ces vertus aphrodisiaques ne sont pas prouvées, il en est une autre, beaucoup moins glamour, que les scientifiques connaissent aujourd'hui. Consommé en grande quantité, le chocolat noir, avec un taux de cacao élevé, peut accélérer le transit. Est-ce pour cette raison que Louis XV a été le premier à installer des toilettes à l'anglaise dans ses appartements pour remplacer les pots de chambre en or ou en argent? Oui, à Versailles, on ne recule devant rien, les pots de chambre étaient en or ou en argent. Quoi qu'il en soit, voilà le triste sort de nos plaisirs gourmands. Ils finissent tous au même endroit. C'est dans le nord de l'Albanie que je vous invite maintenant auprès de celles qu'on appelle les Bournechas. C'est de l'albanais, ça veut dire plus ou moins comme un homme. Elles sont moins d'une dizaine aujourd'hui à vivre en masquant tout signe distinctif de féminité. Et vous allez comprendre pourquoi elles font ça, car on a rendez-vous avec l'une d'entre elles pour l'héritage. Dans les Alpes albanaises, une silhouette à l'apparence ambiguë veille sur les cimes. Nous, les Bournechas, nous sommes comme des hommes. Même si nous sommes physiquement des femmes, au fond de nous, nous avons la force des hommes. Et même plus que certains hommes d'aujourd'hui, qui ne méritent pas de porter le pantalon. En albanais, Bournecha est une féminisation du mot bour qui signifie homme. Depuis le Moyen-Âge, dans les villages les plus isolés du pays, ces femmes décident de devenir des hommes afin d'accéder aux mêmes privilèges. Celles que l'on nomme également les vierges jurées ne changent pas de sexe, mais font vœu de chasteté et adoptent une apparence masculine.
Leur village et leurs proches les considèrent comme de véritables chefs de famille. Cette tradition unique en Europe, embryon de transidentité, a permis aux Bournéchas d'échapper pendant des siècles aux violences patriarcales et aux mariages arrangés. Une histoire d'émancipation qui raconte la libération des femmes d'Albanie. Si la tradition des Bournéchas existe ailleurs dans les Balkans, c'est en Albanie qu'elle a toujours été la plus vivace. Elle prend racine dans les mythes ancestraux du pays, comme au château de Rozafa. Au pied des montagnes qui marquent la frontière avec le Monténégro, il veille sur la ville de Shkodra depuis l'âge du bronze. La légende de ce château, c'est que 3 frères tentaient de le bâtir et que chaque nuit, il s'effondrait. Finalement, on leur a dit qu'il fallait qu'ils sacrifient l'une de leurs épouses pour que le château tienne debout. Celle qui a été choisie a demandé, juste avant d'être emmurée dans les fondations du château, qu'on laisse une partie de son corps émerger hors des murs, afin qu'elle puisse donner le sein à son nouveau-né. C'est l'idée que pour bâtir quelque chose, il faut sacrifier les femmes. D'abord sous domination vénitienne, le château et l'Albanie tout entière tombent aux mains des Ottomans à la fin du XVe siècle. Dans cette région, dont la population à majorité catholique refuse de se convertir à l'islam, l'Empire ottoman concède aux habitants le droit de conserver leurs pratiques et leurs traditions. Elles sont retranscrites dans un code rigoureux qui régit chaque aspect de la vie quotidienne. Ici, en Albanie, il existe une loi particulière qu'on appelle le kanun. Cela vient d'un mot grec et c'est un droit coutumier, une tradition ancienne qui date de l'époque romaine et qui a toujours accompagné la population albanaise. Selon le kanun, les femmes sont très importantes, mais elles sont comme des objets. C'est complètement inégalitaire. Les femmes ne font pas partie de la famille ou de la société au même titre que les hommes. Dans ce monde d'hommes où l'honneur est une notion primordiale, le kanun régit tout. Il autorise les familles à appliquer la loi de la vendetta, des crimes de sang, qui se transmettent parfois de génération en génération et qui permettent de laver un affront. Une société marquée par la violence, où l'époux dispose du droit de vie ou de mort sur sa compagne. Elle est sa propriété. Mais dans les montagnes albanaises, une tradition permet à certaines d'entre elles d'échapper à cette vie de servitude. S'il n'y avait aucune descendance masculine au sein du foyer, ou que le chef de famille, le père ou le grand frère venait à mourir, la famille avait besoin d'un homme, d'un responsable. Et il était fréquent à l'époque que des jeunes femmes décident de devenir des vierges jurées, des Bournéchas. En un mot, elles devenaient des hommes. Faisant vœu de chasteté, les Bournéchas changent d'identité et d'existence. Acceptées au conseil de village, elles ont droit aux honneurs au même titre que les hommes. Dans ces montagnes aux vallées profondes, on en dénombre une centaine au cours du XXe siècle, disséminées entre l'Albanie, le Monténégro et le Kosovo. Aujourd'hui, elles sont moins d'une dizaine. C'est le plus bel endroit du monde. Je suis née ici. C'est mon village. C'est précieux pour moi.
Et puis ça se passe d'explication, non? Vous voyez bien la quiétude qui règne ici. C'est vraiment la paix. À Le Pouche, Gistina Grichage est l'unique bournécha de l'histoire du village. Quitter sa montagne, fonder une famille et obéir à son époux, voilà le destin qui l'attend dans l'Albanie communiste du dictateur Enver Hoxha. Mais à la fin des années 80, Gistina décide de suivre un autre chemin. J'ai eu la chance de beaucoup lire, car mon père était le premier instituteur du village et on avait une grande bibliothèque. Un jour, j'ai lu le livre du Kanoun. En lisant, je me suis dit, c'est possible de devenir une bournécha? Tu deviens libre, tu peux aider et soutenir ta famille. Et quand j'ai eu 23 ans, mon père est décédé d'une crise cardiaque. Nous ne comptions que sur son salaire. Nous étions très pauvres. Alors j'ai décidé de devenir bournécha. À une époque où l'exode rural dépeuple les montagnes, la bournécha choisit d'épouser les cimes et de veiller sur son village. Gistina devient douni. Elle pourvoit aux besoins de sa famille, a le droit de travailler et d'acheter des terres. Quand j'ai pris cette décision, tout a changé. J'ai eu droit à la parole, à l'honneur, j'avais un travail, j'avais tout. Quand tu deviens bournécha, tu as tout. Pendant ma vie, j'ai fait tout type de boulot, avec les machines, le tracteur, la terre, les bêtes, moissonner, récolter du bois. Des travaux d'homme, quoi. Ces activités masculines s'accompagnent de droits. La possibilité d'hériter du père, de rester vivre dans la maison familiale ou de prendre les armes pour venger le sang versé lors des vendettas. Mais les bournéchas ont également un devoir. Leurs vœux s'accompagnent de la promesse de renoncer au mariage. À partir du moment où tu deviens bournécha, c'en est fini avec les histoires d'amour. Mais vous savez, dans le travail, il y a de l'amour. Quand les choses te réussissent, il y a de l'amour. Quand tu observes les fleurs, il y a de l'amour. Quand ta famille est heureuse, l'amour est immense. Quand tu trouves ton propre bonheur, c'est ça l'amour. Pendant près de 40 ans, et malgré les tentatives de la dictature d'Enver Hoxha d'étouffer les pratiques du Kanoun, la coutume des bournéchas demeure, protégée derrière les massifs. Mais à la chute du régime en 1991, l'époque de la servitude totale est révolue. Pour la première fois, les femmes albanaises bénéficient des mêmes droits que les hommes. Si des inégalités profondes perdurent, elles n'ont plus besoin de se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas. Dans la capitale Tirana, certaines d'entre elles poursuivent la lutte. Dans cette société marquée depuis des siècles par le poids du patriarcat, de nombreux préjugés subsistent. La société albanaise est très traditionnelle et patriarcale. Les femmes et les minorités, en particulier les LGBT, sont opprimées. Au début du XXIe siècle, on disait qu'il n'y avait aucune personne LGBT dans le pays, qu'il s'agissait d'un phénomène occidental. Être gay ou trans, ça irait à l'encontre de la conception nationale de la masculinité. Cette masculinité puissante et fière, si importante dans l'identité albanaise. La militante Jenny Karaj a longtemps été la seule personnalité ouvertement lesbienne du pays. Si
Si aujourd'hui, beaucoup voient dans la Bournéscha une ébauche de l'identité queer albanaise, cette figure porte en elle une partie des clichés dont la jeune génération cherche à s'émanciper. Le concept de Bournéscha est toujours utilisé aujourd'hui. Il est utilisé dans un sens très patriarcal, puisqu'il désigne une femme forte, une femme qui possède des caractéristiques que l'on attribue d'ordinaire aux hommes, comme l'indépendance, par exemple. C'est la façon dont la société conçoit ces rôles. C'est un mot que je déteste et que certaines personnes ont déjà utilisé pour me désigner. En Albanie, les gens ont tendance à penser qu'être une femme lesbienne, cela revient à vouloir être un homme. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps pour les femmes d'être libres, d'accepter librement leurs identités et de se libérer de ce système binaire. On peut être forte et être une femme. On peut être indépendante et être une femme. Pas la peine de prendre le rôle d'un homme. À l'ombre des sommets, la tradition des Bournéscha s'éteint peu à peu. Je pense qu'après moi, il n'y aura plus de Bournéscha. Mais je ne dirai à personne de devenir une Bournéscha. Les femmes n'ont plus besoin de prêter ce serment aujourd'hui. Il faut qu'elles étudient, qu'elles aient leur propre vie pour elles-mêmes. Et ça me rend très heureuse. Je suis contente car aujourd'hui, les femmes peuvent être présidentes, parlementaires ou docteurs. Elles font ce qu'elles veulent. Allez, on passe à table. En Jamaïque, sur la côte ouest, on a croisé la route de King Charlo. Un rasta, pur jus qui compte bien nous régaler pour papille. Yeah man. Je vous salue, merveilleux citoyens du monde. Je m'appelle King Charlo. Aujourd'hui, je vais préparer un beau repas pour mon peuple, appelé Rasta Pasta. Alors maintenant, je vais cueillir des akis. Comme vous pouvez le voir au-dessus de nous, il y a l'arbre qui contient des akis. Je vais les cueillir naturellement. La technique est la suivante. Ce bâton a une croix et vous devez la placer entre la tige de l'aki et tirer comme ceci. Et ça tombe, tu vois? Aussi, l'aki doit être préparé correctement, car elle contient une toxine alimentaire naturelle. Mais préparé de la bonne façon, c'est le meilleur repas. Et il ne vous rendra jamais malade. Ça, c'est la coquille. Et si tu le prends avec la coquille, cela prend plus de place. J'ai cette petite sacoche qui peut contenir au moins une dizaine d'acquis. Nous avons de quoi cuisiner pour 4 personnes. Rastafari, Jah, come along. Je viens juste d'arriver de la ferme avec les akis et les légumes. Je vais les nettoyer. Voici comment vous nettoyez les akis. Certaines personnes tordent la tête et cela se détache. Comme moi, je suis professionnel, je le casse juste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Rasta? Le mot Rasta, Ras, R-A-S, c'est en amharique. Cela veut dire la tête. Et Tafarai veut dire le créateur. Très bien. Tout d'abord, je vais préparer les carottes. J'enlève d'abord la peau, comme je le fais là. Après avoir fait cela, on les lave correctement. Et ensuite, tu les coupes un peu comme tu veux. Maintenant, on va éplucher les oignons. Nous l'appelons piment doux. Vous, vous l'appelez poivron. Nettoyez et débarrassez-vous des graines. Ça, c'est de la citrouille. Nettoyez le cœur de la citrouille.
have a nice texture to the food. Le gombo donne une belle texture au plat. Ok, la patate douce. Ce sont des aliments du jardin. Nos ancêtres ont grandi avec tous ces aliments. Patate douce, cébette. Vous l'appelez oignon vert, mais c'est cébette en Jamaïque. On enlève la tête et on les ouvre en deux. Ensuite, nous avons le thym. Si vous avez ça et que vous n'avez pas ça, cela n'a aucun sens. C'est comme mari et femme. La noix de coco est l'aliment de base dans la nourriture Rasta. C'est comme ça que ma grand-mère avait l'habitude de faire. Maintenant, nous allons rentrer et nous allons cuire ce repas. Viens avec moi. Alors, je fais d'abord bouillir l'eau et j'y mets les akis. Je mets les akis pour environ 20-25 minutes. Tout dépend. Je veux de la crème. Je veux le lait de la noix de coco. Après l'avoir égoutter, vous le laissez bouillir. Et quand ça devient très crémeux, vous commencez à ajouter vos légumes. Et ensuite, les autres aliments. Ok, maintenant, les akis ont fini de cuire. Les Rasta pastas sont prêtes. Je vais servir les magnifiques personnes à l'extérieur qui attendent le repas. Laisse-nous te remercier, Dieu, pour la nourriture que nous sommes sur le point de recevoir. Fais que ce plat soit bon pour nous. E.T. Love. Nous avons écrit cette chanson pour la communauté. Jaja, you send I long time. Come take a trip to Negril Western Road. Il paraît qu'Usain Bolt en prenait au petit-déj. Mais attention quand même, hein. Quand elles ne sont pas mûres, les akis peuvent être toxiques, voire mortelles. Allez, l'histoire inattendue. Comme beaucoup, vous faites, j'imagine, du tri sélectif, voire du compost, mais est-ce que vous avez déjà un jour imaginé faire fortune avec des ordures? En voilà un qui va sans doute vous éclairer. On a rendez-vous à Lisbonne. Au Portugal, un homme né dans la boue devint roi en montant sur un tas d'ordures. Roi des ordures, mais aussi des cochons. Le Tage a deux visages. D'un côté, c'est ce fleuve qui vit partir au XVe siècle les navigateurs portugais à l'assaut du monde. Il est aujourd'hui encore la plus belle vitrine de la capitale portugaise. Les bateaux qui le parcourent réunissent dans la contemplation marins chevronnés et simples flâneurs. Mais de l'autre côté se cache une rive moins connue, vers laquelle on transporta un temps les rebuts de la ville. Des rebuts qui transformèrent un paysan en roi. Vitor Adriao nous plonge dans les terres de la rive sud du Tage, qui furent longtemps peuplées de travailleurs pauvres, pas tous résignés à le rester. Manuel Martins Jr. est né le 11 novembre 1860. Il était très pauvre. Barreiro était une zone agricole. Dans sa boulangerie, il faisait de la farine qui venait d'un moulin géant de la plage de la rivière Alburica. On dit qu'un jour, aussi rusé qu'opportuniste, il a mis le feu au moulin pour recevoir l'argent de l'assurance, afin d'accroître son capital et de développer ses terres. Avec l'argent de l'assurance, Manuel Martins achète une petite propriété agricole et joue à l'usurier auprès des paysans voisins. En annexant les terres des malheureux qui ne réussissent pas à le rembourser, il crée une ferme tentaculaire de 300 hectares, sur laquelle il élève des cochons. Mais le jeune homme a d'autres projets pour la capitale, bien plus ambitieux, qui sont rapidement couronnés de succès.
Un jour, il a eu une idée. Il s'est dit « Je vais aller à l'hôtel de ville de Lisbonne et proposer de ramasser les ordures de la ville pour augmenter ma fortune. » En fait, les déchets étaient tous organiques. Ils étaient transportés par 5 frégates jusqu'à Barreiro, puis de Barreiro à Coina, où il s'en servait pour nourrir ses cochons sans dépenser un centime. C'est ainsi qu'il est devenu le roi des ordures en 1907. Ce stratagème habile lui assure une ascension fulgurante qui fait des envieux dans un pays alors fortement divisé entre une monarchie affaiblie et un parti républicain en plein essor. Manuel Martins, qui fait partie de la frange la plus anticléricale des républicains, s'attire vite les foudres d'une population largement imprégnée de culture catholique. C'était un blagueur. C'était un homme qui, pour affronter le pouvoir ecclésiastique qui régnait au Portugal, a appelé ses frégates Belzébuth, Satan, Diablotin et ainsi de suite. Il n'était pas aussi matérialiste qu'on le pense et avait une culture des classiques supérieure à la normale. Il a nommé ses filles d'après les déesses romaines Cérès, Proserpine, Cybèle et Flora. Il voulait même appeler son filleul libre penseur, mais le prêtre n'était pas d'accord. Libre penseur, ce n'est pas possible. Alors mettez Rodas Neperville. À l'envers, en portugais, ça veut dire libre penseur. Et c'est comme ça que ça a fini. C'était un homme unique. Une fois riche, le self-made man semble se rappeler qu'il n'a pas toujours été en haut de l'échelle sociale. Il a fondé la Compagnie agricole du Portugal, qui a œuvré intensément au développement de l'agriculture au Portugal. C'était un être controversé, mais aussi une personne digne, un bienfaiteur, un républicain. Nourri de principes républicains, il fonde la première école de la ville et vient en aide à des orphelins, sans se départir tout à fait de ses rêves de grandeur. Après le renversement de la monarchie en 1910, il bâtit à Coina, sur un ancien domaine royal, l'emblème le plus ostentatoire de sa puissance, qu'il nomme la Tour du Diable. C'était un moyen d'affirmer son pouvoir social. Mais il utilise le site comme une exploitation porcine, ce qui lui a valu le surnom de roi des cochons. Cette tour du diable fait jaser. Manuel Martins, avec son anticléricalisme, est soupçonné d'appartenir aux francs-maçons, ce mouvement auquel le peuple assimile parfois des rites satanistes. C'est de l'ignorance. La franc-maçonnerie n'a jamais été sataniste. Quand on parle de la tour de l'enfer, quand on parle de Manuel comme d'un homme lié au diable, ce ne sont que des légendes populaires. Cette tour de l'enfer est en fin de compte sa véritable affirmation sociale, sa manière de dire « je suis parti de rien et je suis devenu roi. Même si je ne suis que le roi des ordures ou le roi des cochons, je suis quand même roi. » Après la mort du roi des ordures en 1943, le domaine périclite et la tour de l'enfer brûle en 1988 dans un incendie dont on n'a jamais pu expliquer l'origine. Depuis, ce lieu que l'on prétend maudit reste l'objet d'étranges légendes. En début d'émission, je vous posais cette question. Comment Lanzarote a-t-elle relancé son agriculture après les terribles éruptions du XVIIIe siècle? Eh bien, en cultivant des vignes. Des dizaines d'années après la tragédie, les quelques paysans restants découvrent que leur sol a été fertilisé par les cendres volcaniques et que les vignes y prospèrent facilement. À cette époque, l'Espagne connaît une pénurie d'eau-de-vie. Le pays décide alors de promouvoir le vignoble à Lanzarote. C'est une renaissance pour l'île des Canaries. Aujourd'hui, on trouve à Lanzarote un cépage unique au monde, la malvoisie volcanique, un petit blanc minéral au goût de fruits exotiques. Bis bald. Stop.